Chapitre 60. Les présupposés de la magia sexualis opérative. Il ne nous reste plus qu'à parler de la magie sexuelle au sens propre, c'est-à-dire opératif, de la possibilité d'agir sur les autres ou le milieu autrement qu'en fonction des lois physiques et des déterminismes matériels ou psychologiques aujourd'hui connus. Nous n'aborderons pas ici la question de savoir si cette possibilité est réelle ou non. Nous n'en examinerons que les conditions dans l'idée de ceux qui ont admis la réalité de cette possibilité et qui ont utilisé des techniques fondées sur la sexualité. Du point de vue métaphysique, étant admis que c'est le mystère du 3 qui tente à se réaliser dans l'éros, à savoir la réintégration de l'être indivice dans le mode d'existence conditionné par la dyade, il n'y a pas loin de cette idée à la théorie du pouvoir magique. Sous cet angle, ce qui paralyse l'homme, c'est son existentialité brisée. La division des sexes est un mode particulier de manifestation du principe dyadique qui conditionne également la division entre esprit et nature, moi et non-moi. S'il y a entre tout cela une relation métaphysique ou une solidarité, et l'on a vu qu'un Scott Erigen n'hésitait pas à le reconnaître, il peut aussi y en avoir une entre l'expérience de transcendance favorisée par la sexualité et un état non dual qui permettent d'agir directement, de façon extra-normale, sur le non-moi, sur la trame extérieure des événements. Rappelons-nous que dans la formulation classique platonicienne du mythe de l'androgyne, un pouvoir tel qu'il inspirait de la crainte aux dieux fut attribué à cet être avant qu'il fût brisé. Cela au point de vue métaphysique. Au point de vue psychique, les traditions magiques sont unanimes pour affirmer que toute action efficace d'ordre extranormal suppose un état d'exaltation, de manie, ivresse ou extase active qui libère l'imagination de ses conditionnements physiques et met le moi en rapport avec le paracelsienne, avec la paracelsienne, lumière de la nature, avec le substrat psychique de la réalité où toute image ou tout verbe formulé acquerrait un pouvoir objectif. Or, puisque l'éros mène naturellement à un état d'exaltation de ce genre, on comprend que l'on ait pu passer de l'érotisme mystique ou initiatique à l'érotisme magique au sens propre. La dynamisation ou vitalisation exceptionnelle de l'imagination sous l'effet de l'éros est un phénomène bien connu dans le domaine profane lui-même. Nous en avons parlé en temps utile. D'une certaine façon, et à un certain degré, une fantaisie vivante et magique agit dans tout amour. Nous ne devons donc pas nous étonner d'apprendre qu'une technique magique particulière se soit servie du sexe en le soumettant à un régime spécial. On comprendra sans peine pourquoi la documentation relative à cet ordre de choses est très mince. Quant à certaines formes déchues ou apparentées à la sorcellerie, comme celle attestée chez les primitifs, elles ne présentent guère d'intérêt pour nous ici. On peut, une fois de plus, tirer certaines références générales du tantrisme hindou. Il s'agit en l'espèce des sakras, littéralement roues, c'est-à-dire de chaînes formées de couples d'hommes et de femmes qui se livrent ensemble à l'étreinte rituelle en adoptant une disposition circulaire. Au centre du cercle se tiennent le seigneur de la roue, Sakreshvara, et sa compagne, pour officier et diriger l'opération collective. Il est dit que pour exercer cette fonction, il faut être un adepte, avoir reçu l'initiation parfaite. Dans l'ensemble, il s'agit d'une évocation collective, partiellement orgiaque, de la déesse en tant que force présente à l'état latent dans le groupe qui opère. Cette force est activée par les différents couples qui accomplissent les mêmes actions et visualisent les mêmes images, finissant par créer ainsi un tourbillon fluidique ou psychique utilisable en vue de l'opération. Tout cela est même rentré parfois dans un cadre de magie professionnelle en tant que rite magique exécuté pour des tiers. Il arriva que des chakras tantriques fussent convoqués par des princes en vue d'atteindre des objectifs spécifiques d'ordre profane, comme la propitiation de la réussite d'expéditions guerrières. Nous n'avons aucun détail sur la procédure sexuelle adoptée dans des situations de ce genre.
On ne sait donc pas si l'union sexuelle suivait ici son cours naturel comme dans les rites orgiaques collectifs, ou bien si elle suivait le régime de non-émission de la semence comme dans les rites initiatiques, ou enfin si, comme dans les opérations de magie collective en général, seul le chef de la chaîne accomplissait les opérations décisives avec sa compagne réservée, les autres participants devant seulement accumuler une force psychique et créer un climax. Au sujet des conditions internes de la magie sexuelle, quelque chose de plus peut être tiré, avec une certaine marge de vraisemblance, de pratiques analogues qui se sont continuées jusque dans les temps modernes et au sein même de notre civilisation. Dans cette optique, nous disposons, avec le livre Magia Sexualis de Pascal Beverly Randolph, d'un document significatif. Randolph a été, à la fin du XIXe siècle, une figure énigmatique d'écrivain et d'occultiste. Après avoir adhéré à la Hermetic Brotherhood of Luxor, organisation de type initiatique qui avait son siège à Boston, il fonda aux alentours de l'année 1870 son propre cercle, auquel il donna le nom d'Eulis Brotherhood. L'ouvrage mentionné plus haut aurait été rédigé après la mort de Randolph, à partir de notes manuscrites de celui-ci destinées à l'usage personnel des membres du cercle. Plus précisément, il s'agirait de la deuxième partie des enseignements réservés au second degré. Magia Sexualis a été traduit en français et présenté par Maria de Naglowska, personnage dont nous avons déjà parlé. Il y a lieu de supposer que le contenu de l'ouvrage a été déformé en plusieurs endroits à cause d'une interpolation et d'un arrangement partiel dû à Naglowska. Ce que ce livre comprend d'intéressant doit donc être séparé de nombreux passages sans fondement et même divagants qui relèvent d'une culture d'ordre inférieur. Randolph commence par affirmer que le sexe est la plus grande et la principale force magique de la nature. Lorsqu'il écrit que toutes les forces et puissances émanent de la féminité de Dieu, nous retrouvons chez lui la théorie métaphysique bien connue de la Shakti. Un enseignement particulier concerne la polarité inversée des sexes. L'homme et la femme représentent respectivement le pôle positif et le pôle négatif, sur le plan matériel et corporel, mais sur le plan mental, la femme est le pôle actif et l'homme le pôle négatif. Il est même précisé que si l'organe sexuel est positif chez l'homme, négatif chez la femme, la tête de l'homme, l'organe de ses manifestations mentales, est au contraire négative par rapport à la tête de la femme qui, elle, est positive. Quelque chose de semblable a également été soutenu par De Gaïta. En fait, ce qui est présenté ici sous une forme plutôt déviée, c'est un enseignement qui doit être rapporté fondamentalement à ce que nous avons dit sur la passivité ou polarisation négative de l'homme lorsqu'il se trouve dans un état de désir extraverti et sur la positivité du féminin dès lors qu'on envisage son pouvoir naturel subtil, attirant, suçant et non agissant. Tenant compte de cela, un écrit que nous avons déjà cité voit dans l'inversion de la polarité et l'établissement d'une polarisation de l'homme face à la femme, y compris sur le plan spirituel et subtil, une condition essentielle de l'union sexuelle à finalités initiatiques. Parler de la tête, ainsi que le fait Randolph, comme de l'organe des manifestations mentales, est en réalité impropre. Cela fait penser au seul domaine de la psychologie et de l'intellectualité. Domaine qui n'entre pas en jeu ici, et dans lequel, du reste, il est faux que l'homme soit polarisé négativement, la femme positivement et activement. C'est en fait le contraire qui se vérifie. L'inversion, la positivisation de la polarité négative masculine, changement auquel nous avons déjà associé le symbolisme de l'étreinte inversée, concerne les strates les plus profondes de l'être. En termes extrême-orientaux, elle équivaut à la distillation du yang pur en soi. C'est à cela qu'il faut parvenir pour réaliser en mode occulte le précepte « non de mulieri potestatem animae tuae » au moment où l'on possède le corps de la femme. Bien que Randolph ne parle pas de cette condition, il est assez clair qu'elle est impliquée dans les qualités qu'il est selon lui nécessaire de posséder et de développer en vue de la magia sexualis.
La première de ces qualités est appelée en français volency, volitisme, et dépend de la capacité de se dominer en toutes circonstances, de vouloir de manière ferme et constante. Selon Randolph, nous en trouvons l'exemple, l'analogie, dans la force irrésistible de la foudre, qui brise et brûle, mais ne se lasse pas. L'élève doit développer en lui-même cette force élémentaire, la volency, qui est passive, car elle obéit à l'ordre de l'intellect, et froide, car elle est exempte de passion. La seconde qualité, qui sert en quelque sorte de contrepartie positive à la précédente, c'est le décrétisme, la qualité dictatoriale, la puissance positive de l'être humain, sans laquelle on ne peut faire aucun bien ni aucun mal réel. La capacité d'émaner des ordres péremptoires, en commençant par en donner à soi-même, tranquillement et sûrement sans le moindre doute quant à l'obtention de l'effet voulu. Nous avons déjà vu que dans le tantrisme indo-tibétain, le vajra, terme qui signifie également sceptre, est rapporté au principe masculin. On exige pour l'exercice de cette faculté que l'imagination soit absolument exempte de toute autre préoccupation et qu'aucune émotion ne vienne influencer l'ordre. La troisième capacité à développer est le posisme, consistant dans des attitudes, gestes ou poses du corps qui soient des incarnations, des expressions plastiques ou des signatures d'une pensée précise. Si l'on met de côté le néologisme et certaines exagérations, il s'agit en réalité ici de ce qui constitue en général le fondement de tout ritualisme sérieusement compris et qui a connu une expression typique dans la doctrine yogique des asanas et des mudras, donc de postures spéciales du corps et des membres, auxquelles on n'attribue pas seulement une valeur symbolique, mais une valeur concomitante, de fermeture de circuit de certains courants d'énergie subtils de l'organisme. Naturellement, la condition, c'est que le geste posé soit réalisé, que sa signification soit vécue, qu'il soit comme une objectivation initiale de celle-ci. Cela mène à une dernière qualité que Randolph appelle thyroclérisme. C'est le pouvoir d'évoquer et de formuler, avec le regard intérieur, des images bien nettes et stables. Ce n'est pas le lieu de s'arrêter sur les détails de la magie des couleurs, des sons, des odeurs, avec leur correspondance astrologique et horoscopique, détails qui sont fournis dans l'ouvrage sans que les sources apparaissent clairement. Passant aux opérations de magie sexuelle, Randolph affirme que parmi les objectifs qu'on peut atteindre grâce à elle, il y a la réalisation d'un projet, désir ou ordre précis du pratiquant. Viennent ensuite la provocation de visions suprasensibles, comme dans certaines des opérations faites par Crowley, la régénération de l'énergie vitale et le renforcement de la puissance magnétique, ce qui pourrait correspondre à l'un des buts que se proposent, on s'en souvient, les pratiques taoïstes. La production d'une influence afin d'assujettir la femme à l'homme ou bien celui-ci à celle-là. Il est enfin question de charges de force psychique et fluidique qui pourraient être ainsi libérées afin de se servir à saturer des objets. Cette dernière possibilité dépasse déjà largement les limites de tout ce qu'un homme d'aujourd'hui pourra jamais admettre. Mais peu de précisions sont données au sujet du régime de l'union sexuelle à observer pour l'obtention de ces résultats, et ces quelques aperçus ne sont même pas tout à fait convaincants. Il est naturel qu'on nous dise que la volupté et le plaisir ne doivent pas en former le but principal. Toutefois, il est difficile de se représenter comment, dans un contexte de ce genre, l'on peut viser au-delà du plaisir à l'union des âmes, étant donné que toute la situation sert de moyen en vue d'une fin, que celle-ci est un objectif concret et que la femme joue un rôle purement instrumental. On ne pourrait parler au mieux que d'une amalgamation fluidique. Nous lisons aussi que l'étreinte doit être considérée comme une prière, l'objet de celle-ci devant être formulé et imaginé avec une grande netteté. Mais puisque la volency et le décrétisme doivent intervenir, le choix du mot prière nous paraît pour le moins étrange. Décisif dans l'étreinte, à ce qu'il semble, serait le fait de s'abîmer pour s'élancer ensuite vers Dieu et toucher en cet instant radieux avec toutes ses forces conjointes, la racine du sexe opposé. Alors viendrait s'insérer l'acte magique.
Si l'homme et la femme imaginent le même objet ou souhaitent la même chose, cela vaut mieux. Mais la prière d'un seul des deux est aussi efficace, car elle entraîne dans le spasme amoureux la puissance créatrice de l'autre. Pour que la prière soit efficace, il faut le paroxysme de tous les deux. Il faut aussi que l'instant exudif de la femme coïncide avec l'instant expulsif de l'homme, car ainsi seulement la magie s'effectue. Il est explicitement question de l'instant où la semence de l'homme passe dans le corps de la femme qui accepte. Même si l'on met en garde contre l'apparition à ce moment de la passion charnelle, de l'instinct bestial, sous l'influence duquel l'homme se suicide, l'ensemble reste problématique, car ces dernières instructions ne s'accordent pas avec la plupart des enseignements ésotériques authentiques que nous avons précédemment examinés. Dans ceux-ci, on l'a vu, la crise éjaculatoire de l'orgasme sexuel est considérée comme une syncope de toute l'expérience dans ses potentialités suprasensibles et comme un dangereux fléchissement. À supposer qu'il faille admettre l'authenticité de ces instructions de Randolph, une seule possibilité se présente à la pensée. La force magique de la semence, de la virya, peut être séparée de la substance physique. Une fois l'énergie éveillée par l'embrassement de la femme, comme c'est en général le cas, l'insertion de la volonté au moment liminal de l'orgasme mènerait à la séparation. La force virile magique se détacherait pour se fixer sur le plan de l'opération préétablie. La semence est mise dans la femme et captée par sa chair, devenant alors une substance sans vie, privée de sa contrepartie hyperbiologique. En résumé, il y aurait division du pouvoir procréateur. Celui-ci passerait du plan, fût-il sacralisé, de la génération, comme dans les formes rituelles de l'acte conjugal procréateur, connu des religions créationnistes, par exemple en islam, à un autre plan, magique, au moment même où le déterminisme biologique éjaculatoire s'exercerait sans entrave. Il faut en outre tenir compte de la dynamisation et de la vitalisation extrême de l'imagination, qui peuvent alors se produire si l'on reste suffisamment présent à soi-même pour en faire usage. C'est là la seule façon de rendre intelligibles les indications de Randolph sur le régime de l'étreinte, à condition d'admettre, répétons-le, qu'elles aient été fidèlement reproduites dans l'ouvrage. Il faut du reste remarquer en passant que l'état d'union et de crise érotique simultanée chez l'homme et la femme ne peut éventuellement être interprété dans le sens d'un état procréateur que dans un seul contexte, que dans un tel contexte, et non sur le plan matériel dans le cas des unions sexuelles communes. On sait en effet, nous l'avons rappelé, qu'aucun état unitif de ce genre n'est indispensable à la procréation animale. Une fille frigide ou violée, n'ayant intérieurement vécu aucune espèce de fusion avec l'homme qui l'a possédée, peut être fécondée. De son côté, la biologie nous enseigne que la pénétration fécondatrice du spermatozoïde dans l'ovule peut se produire mécaniquement de nombreuses heures après l'orgasme du couple, pour ne pas parler de la fécondation artificielle. Randolph présente plusieurs schémas de forme spéciale ou position dans l'étreinte, correspondant à tel ou tel des objectifs que se fixe l'opération magique. C'est vraisemblablement ici qu'entre plus spécialement en jeu le posisme. Dans le livre, cependant, tout se réduit à quelques aperçus génériques et fragmentaires. Pour notre part, seul nous importe le fait que ces prolongements jusqu'à nos jours d'anciennes traditions secrètes sembleraient corroborer une hypothèse déjà soulevée. À l'origine, ou bien dans certains cas, plusieurs positions dans l'étreinte que décrivent les traités d'érotique profane ou libertine auraient eu aussi une signification rituelle et même magique. Il est évident que les opérations de magie sexuelle réclament une qualification toute particulière et impliquent un dédoublement paradoxal. En effet, d'un côté, un processus de dissolution et de fusion extatique avec la femme devrait se produire librement, processus engageant tout l'être et étant la condition de la réalisation de l'état non dual, donc aussi la prémisse de l'efficacité éventuelle de l'opération. De l'autre, une espèce de deuxième moi devrait être présent et vigilant, pensant à toute autre chose, fixé sur l'image répondant au but à atteindre,
à l'objet de la prière magique. Mais puisque cet objet peut aussi être tout à fait profane, on en vient à se demander s'il est vraiment intéressant d'y subordonner ce que l'expérience en soi, vécue dans une autre perspective, pourrait donner. Pour revenir à Randolph, celui-ci considère, en fonction de certains buts particuliers, une période de préparation de 7 jours, suivie d'une période opérative de 41 jours, durant laquelle le rite doit être accompli tous les 3 jours. Il faut préparer une atmosphère adéquate, la femme doit dormir dans une chambre à part, il ne faut pas la voir trop souvent, il est même préférable de ne la voir que lorsqu'un état de vibration magnétique se sera allumé chez les 2 partenaires. Après chaque opération, la femme doit s'éloigner sans mot dire, ce qui confirme le rôle purement instrumental qu'elle joue dans ce contexte. Randolph conseille pour finir de se garder des succubes et des incubes qui reflètent vos vices et vos désirs cachés, car on peut devenir de façon irrémédiable leur esclave. Nous avions déjà rencontré chez Kremertz un avertissement analogue, et d'autres auteurs nous parlent de pactes tacitement signés. Mais le plus grand danger ne dépend pas en réalité des vices et des désirs. Il doit plutôt être mis en relation avec le fait que dans des expériences de ce genre, des dénudations et objectivations de la force élémentaire du sexe, polarisées de telle ou telle façon, se produisent. Pour celui qui s'adonne à ces pratiques, une situation de passivité entraîne un phénomène d'obsession, la destruction de la personnalité. Nous sommes tentés de dire de l'âme, au sens quasi théologique. Dans des cas de ce type, en effet, des couches beaucoup plus profondes de la personne que celles atteintes dans l'amour profane lorsqu'un homme se retrouve fou d'amour pour une femme, ou vice-versa, et glisse pour elle, ou pour lui, vers la ruine et la mort, sont touchées ou activées.